le Lisan Al-Gaïb, le Cuisas Adérak, le choisi, l'élu des Bene Gesserit a encore décidé de sujets importants, intéressants. Usul. Il est revenu sur ses takes au sujet des Fremen. Il est revenu sur ses takes pour combattre les Harkonnen. C'est parti pour Usul. Donc pour ceux qui n'avaient pas suivi, déjà je vous recommande d'écouter, d'aller regarder la capsule que j'ai sortie il y a quelques jours au sujet du coup de Usul qui veut envoyer tout le monde à la guerre, faire la guerre de l'armée de la mort pour aller lutter contre les vilains russes qui veulent envahir la France. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce que Usul a répondu après ça. Parce que du coup, évidemment, je suis pas loin d'être la seule à en avoir parlé. Bien sûr, ça a choqué un peu tout le monde à cette époque-là. Je sais pas si on peut retrouver l'extrait de base. C'est vrai que j'ai mis le nouvel extrait de côté, mais c'est vrai que ce serait peut-être intéressant de regarder l'extrait de base. Attendez, est-ce que je peux retrouver ça en 2 secondes sur Twitter? Attendez, laissez-moi 2 secondes. Oui, pardon, je disais donc l'extrait, du coup, à la base, c'était ça. Poutine. Les États-Unis sont vraiment agi diplomatiquement sur la Russie parce que pour le moment on a gelé les avoirs mais on les a pas confisqués. Il y a plein de trucs qu'on peut faire encore et qu'on n'a pas Donc là elle explique qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait par rapport à des solutions moins belliqueuses. fait on est avant pas... de parler de faire mourir nos enfants. Curtis Irving, ce blogueur américain, Sfermaga, son fantasme pour l'Europe, c'est de laisser l'Europe dans la main de Poutine. Les États-Unis sont devenus un bête relais de ce que veulent les Russes pour nous, et ce que veulent les Russes pour nous, c'est Voilà, puis après il discute de démocratie libérale, il dit que en gros concrètement il est temps de... Genre en fait, finalement il explique que c'est pas un service si red flag que ça va surtout servir à transformer des jeunes talents en hackers hors pair, les jeunes pilotes de drones qui vont pouvoir être formés à travers du coup ce superbe service militaire volontaire. Donc voilà. Rappel des faits, du coup, alors qu'il est aujourd'hui possible en France donc de s'engager, l'État a décidé de remettre en place un service militaire. Est-ce que vous connaissez la différence d'ailleurs, tout le monde au passage? C'est quand même intéressant, je pense, de se pencher là-dessus. La différence entre un service militaire et s'engager dans l'armée, c'est que le service militaire, déjà, à la base, c'est un truc qui est imposé. C'est-à-dire que c'est un service militaire relativement obligatoire. C'est-à-dire que tu vas faire tes classes dans l'armée, et ensuite, du coup, c'est sur une durée de temps déterminée. Puis après, tu sors de ton service militaire, et en cas de guerre ou de besoin, tu peux être remobilisé par l'armée derrière, du coup, pour pouvoir aller faire la guerre. Ça, c'est le service militaire dans ce que c'est à la base. Nous, en France, on n'a plus de service militaire depuis un sacré bout de temps. Mais il est toujours possible, évidemment, de s'engager dans l'armée. S'engager dans l'armée, c'est encore différent. Ça veut dire que tu vas vraiment faire carrière, à proprement parler, dans l'armée. Tu deviens donc, genre, à proprement parler, une espèce de fonctionnaire qui va travailler pour la grande silencieuse, et qui est l'armée en fonction de quel endroit tu te retrouves dans cette organisation-là. Bon, l'armée aujourd'hui a du mal à avoir des belles personnes qui s'engagent. Donc, du coup, ils ont décidé de leur relancer un service militaire qui, cette fois-ci, est donc volontaire. Donc, c'est pas pareil que de s'engager, c'est encore différent. La grande muette, ouais, mais quand je dis la grande muette, je dis la grande mouette à chaque fois, et du coup, je galère parce que la mouette est un oiseau. Ouais, donc, mais j'ai du mal à me concentrer quand je dis la grande muette. Salut Onibaku, comment ça va? Shout out à Onibaku, bien sûr. Donc, l'État, du coup, veut remettre ça en place. Pourquoi est-ce que c'est red flag? Déjà parce que y a plein d'autres États qui commencent à faire pareil, et qu'ensuite, un service militaire, c'est pas pareil que l'engagement. Genre, pour le coup, c'est vraiment faire un pas supplémentaire vers la militarisation de la population. Et dans un climat de montée de tension, c'est quand même assez mauvais signe. Je veux dire, généralement, dans l'histoire, on l'a déjà prouvé, quand un État se prépare à faire la guerre, ça a tendance à finir en guerre. Donc, après ces annonces un peu red flag, ma foi, Usul a donc décidé de répondre à nouveau à cette petite polémique, et je nous invite donc tous à regarder qu'est-ce qu'il a à dire. C'est-à-dire que tous les gens qui vous disent non, mais faut arrêter avec les Russes, etc., à un moment, c'est pas sérieux. C'est une discussion qui est pas agréable du tout. Alors, nous, on dit pas oh là là, faut arrêter avec les Russes, on s'en fout, c'est pas sérieux. Ouais, ce que je dis, c'est que faire une espèce de formation pour que t'as 3000 pélos généralement plutôt fascistes, soit se fascisent encore davantage, mais surtout apprennent à se servir d'armes, c'est potentiellement un danger précisément pour nous, en fait. C'est-à-dire, genre, le fait est que l'armée française, elle a quand même cette fâcheuse tendance à essayer d'organiser des coups d'État. Il y a 2 semaines, j'ai été accusé d'à peu près tout et n'importe quoi. Maintenant, je suis devenu Voilà, donc il a donc décidé de répondre, j'imagine, à tout et n'importe quoi. Usul, qui veut emmener les enfants de pauvres mourir à la guerre. Usul!
Alors, du coup, il va peut-être répondre sur ça. Pour Macron. C'est une discussion qui est pas agréable du tout. Mais qui est vraiment pas agréable du tout. Et je sais que à gauche, il y a le camp de la paix et d'ailleurs, non, mais c'est même toute la tradition de l'histoire du Parti communiste Oui, effectivement. qui a longtemps été le camp de la paix. Il n'y a pas besoin de consentement pour la guerre. Alors, effectivement, le camp de gauche, international, révolutionnaire, tout ce que tu veux, a historiquement été pacifiste. C'est-à-dire que nous, en fait, on considère que au-delà de nos intérêts nationaux, il y a surtout nos intérêts à nous, en fait, en tant que classe de travailleurs, etc. Et donc que, du coup, essayer d'aller se taper dessus avec d'autres prolos, d'autres pays pour défendre des intérêts industriels, au final, est-ce que ça va vraiment dans notre intérêt? Tu vois ce que je veux dire? Genre, il y a vraiment cette notion de, en fait, concrètement, c'est quand même les bourgeois qui organisent la guerre, on n'a pas vraiment notre mot à dire là-dessus, et généralement, ça sert surtout à protéger leurs intérêts à eux plutôt que nos intérêts à nous. Mais bon, j'imagine que ça, c'est de la vieille théorie qui ne fonctionne plus aujourd'hui, bien sûr, qui doit être mis à la poubelle, comme par exemple des concepts vieillissants tels le marxisme. Il n'y a pas besoin de dire oui, d'accord, je veux bien faire la guerre. Non, en fait, si l'autre a décidé, et on est déjà dans un régime de guerre hybride, vous connaissez le mot, mais guerre hybride, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a... Alors, moi, je ne parle pas du tout de guerre hybride, hein. Pour moi, la guerre et la paix, c'est deux concepts qui, en vérité, n'existent pas vraiment, hein. Je parlais il y a deux... C'est-à-dire qu'en fait, dans un capitalisme prédateur, colonialiste, patriarcal, évidemment que la paix n'existe pas, en fait. C'est pas parce qu'il y a pas c'est pas parce qu'il y a la paix ici que, en fait, la paix est là, hein, genre, semaines du Puis encore, la paix, vas-y, paye ta paix, hein. Genre, tu peux même pas, genre, concrètement, aller manifester sans te faire démonter la gueule par un stormtrooper. C'est pas vraiment la paix, ça, hein, au passage. procès là, qui va s'ouvrir pour les mecs qui ont tagué les étoiles de David et puis les mains Ah rouges. bon, alors là, du coup, j'ai l'impression que c'est devenu la nouvelle méta de Usul, genre faire un espèce de hors-sujet général quand il s'agit de parler du sujet. Donc bon, bah là, du coup, ça repart sur les trucs d'ingérence russe un peu bizarres. En mode, vas-y, on va ressortir C'est comme la dernière fois, tu sais, il avait cité un influenceur américain, mais genre, ils sont appréciés un peu. Le mémorial de la Shoah. Ils sont revenus 2 fois sur le mémorial de la Shoah parce que leur idée, c'est d'appuyer là où ça fait mal dans la société française. En ce moment, on a des survols de drones assez étonnants au-dessus de nos sous-marins nucléaires en Bretagne et puis une base militaire il n'y a pas encore 3 jours. Donc, c'est-à-dire que les menaces sont vraiment là. Les menaces commencent à se concrétiser un petit peu. Le signal qui est envoyé par Macron en disant... Et ça, tu sais, on peut être d'accord avec le fait que, effectivement, genre, il y a une menace de la part derrière du gouvernement russe qui tente de se faire l'Europe en ce moment, tu vois. Il y a vraiment Trump avec Poutine qui sont tous ensemble, hyper contents derrière nous pour tenter d'aller se faire l'Europe. Ça, c'est quand même une vérité. Est-ce que la réponse à ça, c'est de faire un service militaire? C'est là où moi je mets le doute, tu vois. On va rétablir un service militaire. Donc, encore une fois, il faut reprendre les proportions. Il y a 20 000 jeunes chaque année qui s'engagent dans l'armée de terre. L'armée de terre recrute. D'ailleurs, vous allez remarquer que durant toute cette interview, Usul va donc, en gros, qualifier toutes les critiques de gens qui sous-estiment la menace russe, et il va surtout pas répondre sur la question des milices fascistes, dont on a quand même un peu tous et toutes parlé à cette époque-là, où on était en mode genre, oui bon Usul quand même, qu'est-ce que tu fais de la fascisation rampante à l'intérieur de ce pays, et du fait que t'as 20 000 jeunes qui vont être formés par les plus gros fascistes bizarres, nationalistes, complètement zinzin du pays, dans un moment de repli identitaire. Est-ce que c'est pas un peu dangereux? Ça, par contre, les gens, vous n'aurez pas la réponse aujourd'hui, hein. Vous savez, ils ont même du mal à recruter. C'est déjà compliqué de remplir pour les besoins de la France les 20 000 par an. Là, l'idée, c'est en gros de partir un petit peu sur, bon, il faut peut-être rétablir un lien entre l'armée et la nation, l'armée et le pays, parce qu'on risque peut-être d'avoir besoin de l'armée pour... Et ça, pareil, c'est un truc, tu vois, où concrètement, quand tu es dans le camp pacifiste, ça ne veut pas dire... Ah, l'armée doit disparaître. Il faudrait qu'on puisse vivre dans un monde sans aucune armée et on devrait enlever tous nos moyens de nous défendre afin derrière de pouvoir être parfaitement à la merci du moindre adversaire. C'est quand même pas mal caricatural de prendre c'est quoi les positions du camp pacifiste que de réduire la vision pacifiste à ça. Déjà, il faut comprendre quand même tout de suite, c'est que c'est très différent hein, d'être pacifiste et d'être non violent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même une des deux qui a priori une posture plutôt bourgeoise, plutôt red flag, à savoir la non-violence. T'as autre bon vite fait quand même. Et t'as le pacifisme qui consiste en fait à se dire est-ce que vraiment j'ai envie de rentrer dans une logique campiste où il y a les bons d'un côté et les méchants de l'autre et où on désigne une grosse ligne entre les deux et ensuite il s'agit de les faire la guerre.
Si, il y en a des oui, il y en a des comme ça, mais genre, c'est pas parce qu'il y a 15 gogoles sur Twitter qui commencent à dire qu'il faudrait qu'on arrête d'avoir une armée que c'est ça la position du camp pacifiste, en fait. Genre, stop caricaturer. Je sais pas, sécuriser un traité de paix éventuel en Ukraine avec des troupes françaises ou je ne sais quoi. Ça, Ah bah oui, envoyer des troupes en Ukraine, mais quelle bonne idée pour maintenir la paix, ça, c'est pas du tout... Enfin, ce sera évidemment pas les jeunes du service militaire qui vont aller faire ça. alors, du coup, pourquoi t'en parles? Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, tu vois. Alors, s'il y a aucun lien, pourquoi est-ce que tout le monde en parle systématiquement? Oui, après j'ai dit il faut défendre les démocraties libérales. Ah ouais, alors ça sur le coup, dans l'extrait original, si vous avez vu j'ai dit ma vidéo, ma VOD de l'autre jour, vous remarquerez qu'à ce moment-là, on peut avoir le bon soupçon sur Usul et partir du principe que c'est pas vraiment son analyse à lui qu'il faut défendre la démocratie libérale, mais c'est plutôt l'analyse des gens en face, c'est l'analyse du camp Trumpiste, ce serait l'analyse du coup derrière des MAGA ou de je sais pas quoi, tu vois, et que c'est pas vraiment ce que lui il tente à défendre. Et on pourrait penser ça, à la base on aurait pu penser ça dans l'extrait. Et on m'a dit ça. tu es bien naïf, Usul. Les démocraties libérales. Après, tu sais que moi, j'ai dû expliquer ce que c'est qu'une démocratie libérale, s'il y en a plein qui ne savaient oui. pas. D'ailleurs, du coup, petite précision sur qu'est-ce qu'une démocratie libérale, au passage. Du coup, une démocratie libérale, c'est une démocratie comme celle qu'on a en France, hein, tout simplement, à savoir une démocratie où les gens peuvent aller voter, où on s'en remet du coup au choix libre, éclairé du citoyen pour prendre des décisions, pour savoir quel président de la République va les dominer. Donc c'est une démocratie qui est évidemment organisée donc autour du libéralisme, à savoir le système économique dans lequel on est, donc un système profondément capitaliste, hein, marchand, qui d'ailleurs est précisément, oui, démocratie avec des grosses guillemets, bien sûr, qui du coup est déjà le modèle, on va dire, de base, hein, c'est le blueprint qu'on est censé avoir en Europe, et c'est censé du coup, voilà, permettre un capitalisme à visage humain, quoi, finalement. J'ai dit, en fait, on va se retrouver dans une situation qui est un petit peu celle de la guerre d'Espagne dans les années 30. Et alors là, pire parallèle possible. Genre, moi je suis désolé, mais au bout d'un moment, il va falloir arrêter de nous prendre trop pour des cons. C'est pas parce que tu cites un exemple historique que t'as d'un seul coup raison sur... genre, là je suis désolé, moi j'ai un peu l'impression de me faire gaslight. J'ai un peu l'impression qu'on essaye de faire confiance aux gens qui savent pas suffisamment de quoi ils parlent pour dire « Ah bah oui, il a raison parce qu'il a cité la de guerre espagnole », alors que, d'un point de vue géopolitique, géostratégique, non, ça n'a strictement rien à voir. Tu ne peux pas comparer, désolé de le dire, hein, mais tu ne peux pas comparer, genre, le régime de Zelensky en Ukraine, qui est en train de se faire attaquer du coup par une puissance extérieure, à savoir la Russie, certes en Europe, mais quand même, avec la situation dans les années 30 en Espagne, dans laquelle tu as une guerre civile, au sein de laquelle s'affrontent des puissances royalistes avec des puissances de gauche, anarcho-communistes, tout ce que vous voulez, tu vois. Genre, ça n'a rien de voir en fait. Genre, entre tenter du coup derrière de soutenir un mouvement profondément révolutionnaire et anarchiste qui cherche à mettre en place une société nouvelle face du coup à un modèle autoritaire fasciste comme le régime franquiste, avec l'annexion de force du territoire ukrainien par la Russie. C'est juste, ça ne marche juste pas en fait. Genre c'est deux situations géopolitiques qui n'ont strictement rien à voir. Et alors du coup, effectivement, à cette époque-là, la gauche n'a pas soutenu les anarchistes révolutionnaires en Espagne, ce qui a mené derrière, du coup, à la reprise en force des forces de Franco, même si, évidemment, c'est pas du tout la seule dynamique qui a eu en place, qui a permis, du coup, derrière le fait que les anars ont perdu. Il y a également aussi, on va dire, une certaine forme de trahison, autant de la part, du coup, des anars de la SNT que de la part des staliniens qui sont venus abattre les dirigeants de la Révolution et ce genre de grosses dingueries qui fait que, bah, écoutez, la Révolution ne s'est pas terminé, et juste genre n'invoque pas la révolution espagnole comme ça au pif, tu vois, genre vraiment, enfin ça me semble assez ouf, un peu de religion dans l'Espagne. Ah non mais attends, mais genre, mais littéralement, enfin ça a été un énorme sujet autour de justement est-ce que, parce que genre franquiste c'était un royaliste catholique, hein, genre c'était un mec qui voulait que son pouvoir soit légitimé par la religion, enfin genre vraiment ça n'a strictement rien à voir. Le seul truc où ça a un petit peu à voir, c'est que t'as des armées qui savent très bien qu'elles vont partir à la guerre bientôt, qui testent leurs armements sur place dans une situation, on va dire, d'ingérence internationale, qui ressemble un petit peu à ce qu'on aurait pu connaître d'ailleurs à la guerre froide, mais un peu plus tôt, ou ce genre de truc, tu vois. Donc, ça ressemble juste à ça. C'est-à-dire que c'est juste effectivement un terrain d'essai, un terrain sur lequel il y a des forces militaires qui tentent
de leur nouvelle technologie. Mais à part ça, franchement, genre, il n'y a pas grand-chose en commun entre le fait de soutenir, du coup, la gauche révolutionnaire espagnole dans les années 30 et aujourd'hui soutenir l'Ukraine de Volodymyr Zelensky face à la Russie. C'est genre, ça n'a juste pas à voir. Genre, je sais pas comment... je sais pas comment le dire autrement, genre c'est pas un bon parallèle. Il y a des situations de l'histoire qui correspondent beaucoup mieux à ce qui a pu se passer, enfin, avec cette annexion-là, je sais pas, enfin, ça me semble. J'ai juste l'impression qu'en fait, là, c'est Usul qui, genre, invoque situation de gauche du passé, mais non, en fait. C'est-à-dire qu'on a littéralement un régime ami ou un régime qui partage un certain nombre de nos valeurs démocratiques. Oui, ce qui n'était pas le cas dans la Révolution espagnole, hein. Genre, c'était pas un régime ami face à un régime ennemi venu de l'extérieur. Dans la Révolution espagnole, c'était une guerre civile entre des Espagnols, plutôt pro-dictature franquiste ou plutôt pro-communisme libertaire. Rien à voir, genre. Qui est attaqué par le modèle d'en face Et puis pareil, genre, désolé, mais genre, Franco, c'est pas Poutine, genre, c'est pas la même chose. Le modèle fasciste, le modèle... Voilà. Est-ce qu'on va les aider? Ça a été une discussion sans fin dans la C'est ça, les Espagnols n'étaient pas pour une démocratie libérale, hein. gauche des années 30. Sûr. On n'est pas intervenu et on a préféré la non-intervention. Oui, mais qui a préféré la non-intervention à cette époque-là? Est-ce que c'était la gauche radicale, pacifiste comme moi? Ou est-ce que c'était le Parti Socialiste, la SFIO plutôt, et tous les mous du genou de la gauche SOSDEM de l'époque, qui étaient en train d'être en mode genre... Actually, en fait, on n'aime pas vraiment l'idée de redéfinir véritablement la propriété privée. Enfin, ça nous intéresse pas trop, quoi. Genre, bah non, en fait, hein, désolé, mais tous les révolutionnaires de l'époque étaient pour l'intervention, aussi par pacifisme, en fait. Parce que justement, de faire partir un État dans un régime fasciste à la Franco, à cette époque-là, en Espagne, ça aurait été... Bah, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. C'est un signe plutôt positif vis-à-vis des autres puissances fascistes en Europe à ce moment-là pour y aller, quoi. Les républicains ont Ce qui, encore une fois, les parallèles avec aujourd'hui la situation entre la Russie et l'Ukraine, encore une fois, ne fonctionnent pas. Je veux dire, la Russie a déjà annexé, il y a un autre territoire, il n'y a pas si longtemps que ça, dans le passé. Là, on est en train de parler plutôt d'une puissance impérialiste, rien à voir. perdu. On s'est retrouvé avec l'Espagne de Franco pour combien d'années? Donc voilà, c'est la question de notre modèle de démocratie, machin. Là, on commence à être insulaire là, dans le délire. Et donc en fait voilà, Usul défend vraiment pour le coup la démocratie libérale, quoi. C'était pas juste une façon de parler, c'était réel, quoi. C'est-à-dire que là, en fait, on a à deux doigts de nous vendre une union sacrée. Genre vraiment, enfin on a à deux doigts de nous dire, écoute, en fait, il y a certes, d'accord, vos petits idéaux là, de gauchistes, idéalistes, utopistes, en fait, mais nous on a la réalité, d'accord? Donc ouais, par pragmatisme, il faut qu'on forme 20 000 jeunes à se servir d'armes pour faire un nouveau service militaire où on va les sous-payer. Les États-Unis ne sont évidemment plus du tout avec nous. La Russie ne l'est pas du tout. La Chine a aussi des enjeux. Franchement, l'Europe pas unie, ils préfèrent. L'enjeu, c'est la désunion de l'Europe. Et donc la solidarité européenne, elle peut prendre des formes qu'on va pas aimer. En fait, c'est une discussion qui est pas... Voilà, donc là, en gros, l'idée, c'est de dire il faut qu'on fasse de la solidarité européenne sur notre modèle de démocratie raciste. Ben non, hein. Désolé, moi je préfère une Europe genre fragmentée qu'une Europe dans laquelle on est tous d'accord pour être tous concrètement genre bien racistes entre nous dans notre modèle dégueulasse capitaliste en mode genre du coup attends quoi? Genre faut qu'on fasse de la solidarité avec nos voisins parce qu'on a à peu près le même modèle politique qu'eux, c'est ça? Et je comprends pas parce que la démocratie qui ressemble le plus à la démocratie française en Europe, c'est Viktor Orban. Donc en fait, c'est avec lui qu'on devrait s'associer, du coup, pour protéger notre modèle démocratique. Puisque le pays en Europe qui a le modèle qui ressemble littéralement le plus, c'est celui de Viktor Orban et de la Hongrie. Donc en fait, c'est avec eux qu'on partage un maximum de valeurs démocratiques, a priori, quoi. Parce que dans les strictes pures institutions, quoi, c'est quand même à ça qu'on ressemble. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est quand même un peu un mirage. Pas agréable du tout. Ce qu'a dit le général Mandon sur les Russes sont en train de s'équiper... Ah bah ça tombe bien, il écoute les générales. On va écouter un général aussi, nous, juste après, pour voir qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces histoires de service militaire.
militairement au-delà de leurs besoins en Ukraine. Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas là, il a certainement des ambitions pour demain, et ces ambitions sont notamment de détruire l'Europe de l'intérieur par les partis frères qu'il va avoir chez nous, je pense à Bardella ou à je ne sais pas qui. La donne qui a changé, c'est que maintenant ils le font avec le soutien des États-Unis. Et ça change absolument tout. C'est-à-dire que tous les gens qui vous disent non, mais il faut arrêter avec les Russes, etc., à un moment, c'est pas sérieux. Voilà, c'est pas sérieux du coup d'expliquer que concrètement il y a peut-être d'autres dynamiques en jeu et que du coup voilà, faut juste qu'on fasse l'armée. Voilà, faut qu'on remette des soldats, sinon c'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout parce que ça va nous rattraper et voilà. Donc moi je redis juste. Alors moi, genre d'expérience, hein, et ça aussi c'est l'histoire qui me le dit, ce qui nous rattrape souvent quand on militarise la population, c'est en fait le fascisme, hein, du coup le truc que t'es censé lutter contre. Je suis pas pour qu'on envoie les enfants mourir, je ne sais quoi, ou ce qu'on m'a prêté encore comme intention. La CIA, intéressant. Alors on ne dit pas la CIA, on dit le lien transatlantique. Ça, c'est un peu marrant. Et en effet, il y a des acteurs du lien transatlantique en France qui ont longtemps soutenu des politiques assez bellicistes quand ils pensaient être baqués par les États-Unis. Et ça n'est évidemment pas mon école, je n'ai évidemment pas de lien avec ça. Ah bah oui, t'as juste très exactement l'exact même discours que Glucksmann, mais alors strictement rien à voir avec les politiques atlantistes. Alors oui, effectivement, maintenant que les enjeux de pouvoir et les enjeux d'alliance ont évolué, les atlantistes peuvent plus faire confiance aux États-Unis. Donc on devrait pas dire effectivement Usul CIA. En effet, parce que bon, la CIA c'est plus vraiment nos alliés aujourd'hui, c'est quand même plus bon quand même. Enfin bon, on peut toujours parler d'une alliance Union Européenne suprémaciste blanche cringe bizarre. Je pense que c'est quand même voilà, Usul DGSI, ça me semble être déjà quand même beaucoup plus clair. Usul Focar, exactement ce qu'il dit Renan sur la CIA. C'est pas faux. D'autant plus qu'aujourd'hui, les États-Unis, ce n'est pas leur plan qu'on pense. Oui, mais Usul, genre, les positions des atlantistes, ça a jamais été strictement, s'aligner sur les politiques des USA. Ça a toujours été d'avoir une certaine politique en fonction des alliances du moment pour, en gros, genre, sucer la beuteux à celui qui domine le plus pour essayer de se sentir en sécurité. C'est pas parce qu'aujourd'hui les États-Unis se retournent contre nous que t'es pas en train d'avoir exactement le même discours, en fait. À résister, à être autonome, etc. Et ça peut nécessiter une montée en puissance en termes de recrues dans l'armée. Et la question va se poser et elle va être déplaisante, très déplaisante. Allez, j'imagine que ça va être super déplaisant. Je me demande bien quelle forme ça pourrait prendre. Tiens, par exemple, ces décisions quelque peu déplaisantes qu'il faudrait pourtant mettre sur la table. Écoutons l'ex-général des armées françaises qui était à la télévision il n'y a pas plus tard que cette semaine. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, ce bon vieux monsieur? Tiens, histoire de comparer un petit peu, qu'est-ce qu'en pensent directement les gens concernés, quoi, ceux qui sont à l'armée. Vous vous inquiétez d'une crise, je cite, civilisationnelle, c'est ce que vous dites. Ah, donc ça, c'est l'ambiance à l'armée en ce moment. C'est la crise civilisationnelle, d'accord? C'est-à-dire que là, le projet, c'est pas tant de se défendre contre les Russies, l'Ukraine, etc. Écoutez bien le général, qu'est-ce qu'il en dit? La dernière des crises, parce qu'il y a une juxtaposition de crises que vous listez, la crise économique, les crises. Mais vous dites la dernière, mais sans doute la plus importante, c'est la crise civilisationnelle, une déshumanisation. Et oui, voilà, un service militaire pour pouvoir lutter principalement contre la crise civilisationnelle. C'est ça le projet actuellement, hein, de cette fameuse réforme-là. Croissante, une perte Ah oui, lui, il a une gueule à bouffer du sang d'enfant, bien sûr. de nos racines judéo-chrétiennes. Nous avons sacrifié Voilà, renforcer nos racines judéo-chrétiennes. notre identité en une soi-disant fraternité universelle. Ça veut dire quoi? On a commencé cet entretien par l'étrange défaite et quand je regarde l'histoire de France, en 1870, en 1914, en 1939, 3 cas complètement différents, il y a un point commun, c'est que nous étions à l'époque en crise économique, en crise politique, en crise sociale et en crise financière. Ah, c'est ça, c'est typiquement le moment où tous les petits gauchistes un peu lame de la SFIO ont tous uniformément trahi par peur. Et l'enchaînement a été immédiat, incapacité de réarmer, défaite. Et je ne voudrais pas que ce scénario Faire une croisade à peu de choses près, oui. se reproduise, tout simplement. Mais vous ajoutez à ces crises-là cette Donc ils vont refaire exactement pareil. Oui, voilà, c'est ça, ils sont très malins. toute nouvelle qui est cette crise civilisationnelle. Vous avez dit il faudrait que nos petits Français, je vous cite, réapprennent aussi en quelque sorte l'amour de la patrie. Je ne sais pas si Et bah ça promet. vous aviez entendu, mais Louis Sarkozy, qui est chroniqueur chez moi sur RMC, a défendu la semaine Allez, Louis Sarkozy, ça va encore être bien. dernière l'idée Écoutez les gens.
quand on vous explique que cette histoire de service militaire, genre, non seulement ça fait revenir des remous d'une époque qu'on n'a pas envie de revoir, mais qu'en plus de ça, ça traduit une dimension profondément raciste, une dimension profondément impérialiste, en fait, qu'on a en France. Écoutez bien, c'est quoi la proposition, et regardez la réaction du général des armées, vous allez péter votre crâne. Et d'une sorte de loterie pour les migrants qui arriveraient en France, que 10% d'entre eux, chaque année, soient tirés au sort pour participer à ce service national volontaire, mais qui dans l'espèce serait Volontaire, hein. obligatoire. Une sorte, en quelque sorte, de légion étrangère, mais de l'armée quotidienne. Est-ce que vous estimez que ça pourrait être une bonne idée? Est-ce qu'il faut faire un creuset de patriotisme? Mais bien sûr, il faut retrouver notre creuset national. L'amour du pays, l'amour du drapeau, la terre des pères, la patrie. C'est ça. Voilà. Ils veulent envoyer des migrants tirés au sort dans leur service militaire. En fait, quand on vous dit qu'il est volontaire, hein, c'est pour les blancs, hein. Il est volontaire pour moi, par exemple. Mais si jamais, par exemple, vous n'avez pas de papier, tu sais, genre masqué, par exemple. Masqué pour être tiré au sort. Et hop, allez, ça part à la guerre. C'est ça qu'il faut retrouver. Nous l'avons. Ben parce qu'en fait, c'est parce que c'est pour le patriotisme, c'est pour l'intégration, tout le monde. L'intégration à notre merveilleuse démocratie libérale, d'accord? C'est parce qu'en fait, on a une démocratie libérale qu'il faut qu'on tire au sort des migrants pour les mettre dans l'armée, bien sûr. Perdu avec ce mythe de la mondialisation, ce mythe de l'armée européenne. Nous l'avons perdu. Il faut retrouver la proximité, l'attachement. Voilà, donc pendant que Usul nous gaslight en disant qu'il faut qu'on fasse alliance avec tous nos voisins, etc., à l'armée, pendant ce temps-là, ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, il faut surtout former des petits nasillons complètement nationalistes qui veulent avoir leur propre armée pour remettre en place la puissance de la France de façon, tout en étant bien évidemment en train de se masturber sur le drapeau français, hein, tout à fait. À notre pays. Vous savez, nos jeunes, quand ils arrivent, au bout d'un mois de Le mec, on m'a dit, il faut refaire les tirailleurs, non? formation, ils ont la présentation au drapeau. Le drapeau Oui, ils sont vraiment en mode, s'ils veulent s'assimiler, il faut qu'ils rejoignent l'armée. français, bleu, blanc, rouge. Ce qui, en plus de ça, par le passé, j'imagine, a toujours été des promesses que l'État a tenues, hein, par exemple. J'imagine, évidemment, que tous les tirailleurs sénégalais, mais pas que, parce qu'on dit souvent tirailleurs sénégalais, mais en vérité, c'était des légions qui venaient de beaucoup d'autres colonies aussi. J'imagine qu'ils ont tous, évidemment, perçu leur pension, qu'ils ont tous été dédommagés et qu'on a respecté les promesses qu'on leur a fait à cette époque-là, bien sûr. Je passe avec Ah, et si vous n'avez pas les datas, c'est complètement fou, hein. Genre, c'est-à-dire que vraiment, les tirailleurs, ils sont allés se faire foutre. honneur et patrie. C'est la nuée de tous ceux qui sont morts pour nous qui passent devant eux. Et ils le sentent, ils retrouvent leurs racines. Je suis frappée et je crois qu'on Voilà, hein, donc l'intérêt du service militaire, c'est quand même avant tout de retrouver ses racines, hein, surtout pour les migrants, bien sûr, qui du coup, leurs racines doivent les couper pour ensuite les faire repousser dans le terreau nationaliste, si je comprends bien ce qu'il est en train d'essayer de dire. Mais en tout cas, voilà quand même un petit peu l'idée qu'il y a derrière ce concept de service militaire volontaire. C'est-à-dire que c'est jamais vraiment volontaire, hein, un service militaire. C'est que ça va être volontaire, mais ensuite, on va dire c'est volontaire pour allez, les femmes et les... je sais pas, pour d'autres gens. Ensuite, ça va être volontaire, vraiment, si vous avez bien la... Et puis, à la fin, genre, t'as juste le service militaire qui est de retour, quoi. Et minute 1, leur premier réflexe, c'est quand même d'envoyer des putains de migrants à l'armée, quoi. C'est-à-dire que le projet politique qu'il y a derrière, et ça a l'air de choquer personne à la télévision, c'est la suite logique de la pensée de ce service militaire, c'est justement d'envoyer les populations migrantes, faire la guerre. C'est-à-dire que, déjà, quand on avait vu la proposition en tant que telle, on était en train de se dire, tiens, ça va surtout cibler des jeunes de banlieue ou des jeunes qui sont dans la galère, ou ça va surtout cibler des gens qui peuvent pas vraiment faire autre chose. Et là, littéralement, ils sont en train de dire qu'il faudrait quasiment le rendre obligatoire, quoi, pour une partie de la population, hein. Bref. On peut se le dire ici, désormais il y a prescription en quelque sorte. Quelques semaines avant que vous ne quittiez votre poste de chef d'état-major des armées, vous m'aviez reçu à déjeuner à l'école militaire. Oui, je crois que la suite, on s'en fout un peu. Bref, tout ça pour dire que derrière les discours glucksmannisants à base de défendre nos démocraties libérales, il faudrait qu'on envoie 20 000 jeunes par an à l'armée de façon plus ou moins volontaire, de façon à ce qu'on puisse en fait se défendre et avoir accès à, on va dire, je sais pas moi, une puissance afin de se défendre, etc. C'est complètement ouf en vrai. Genre, si tu regardes, c'est quoi si tu descends un petit peu du plateau de backseat et que tu regardes un petit peu qu'est-ce qui se passe chez les gens qui sont actuellement à l'armée, chez les gens qui parlent de ce qui se passe concrètement là-bas, qu'est-ce que tu vois à part
des immenses fascistes qui t'expliquent qu'il faut, genre, qu'on revienne à nos racines judéo-chrétiennes pour pouvoir préparer la guerre civile contre les musulmans. Genre, je suis désolé, mais c'est ça qu'il y a au final dans le de discours. Genre, si vous écoutez le ref parler, il vous parle de menaces islamistes H24, en fait. C'est trop grave. Genre, je suis désolé, mais ce n'est pas en envoyant des gosses, genre, se fasciser auprès des plus gros tarés de ce pays pour leur apprendre à se servir d'armes qu'on va empêcher le fascisme d'advenir, parce que bou, la Russie, en fait, a envoyé des drones, genre, à l'aide, à l'eau, en fait, enfin... Merde, genre, et vraiment, vous voulez qu'on refasse des parallèles par rapport à l'histoire? Genre, on en a plein d'autres, hein. Ça s'est jamais bien terminé, ça s'est jamais fini par à la fin on était tous heureux, main dans la main avec toutes les autres démocraties libérales d'Europe en train de fêter notre victoire commune sur le vilain fascisme. Ce n'est pas arrivé comme ça, hein, d'accord? C'est pas ce qui s'est passé dans l'histoire. Hein. Et spoiler, c'est pas ce qui va se passer à nouveau si on continue sur cette même voie là, tu vois. Enfin, stop. Genre, si vraiment tu prends la question de l'armée à bras le corps, parce que c'est ce qu'il faut faire quand on est à gauche. Moi, c'est quelque chose que je défends. Faut qu'on ait un discours sur l'armée qui soit correct. Faut déjà proposer une réforme majeure de l'armée. Pour éviter, genre, qu'il y ait typiquement des gens qui prennent le coup d'état violent ou qui prennent d'une idéologie profondément raciste, réactionnaire. Enfin, éviter que l'armée soit gangrénée par, littéralement, la pensée de Éric Zemmour. Peut-être que c'est, genre, une piste, déjà dans un premier temps, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes dans cette institution. Peut-être que juste, au lieu de nourrir une institution profondément fasciste, qui littéralement ne se cache même pas de ses intentions de vouloir mettre en place, de vouloir préparer à littéralement une guerre civile, peut-être qu'il faut voir la réforme, peut-être qu'il faut essayer de réfléchir un peu sérieusement, plutôt que de juste dire, bon, c'est pas grave, que c'est des fascistes, on va s'allier avec eux parce qu'on a besoin d'eux contre les Russes. Ça, c'est vraiment de la pensée de gosse, c'est une pensée, je suis désolé, enfin... Ils attendent que ça, hein, en face, qu'on leur tende la main. Hein. C'est littéralement comme ça qu'ils ont pris le pouvoir systématiquement, je veux dire. C'est ça, genre, un système dans lequel plus t'es fasciste, plus tu montes en grave, c'est quand même un peu bizarre. Peut-être que c'est des trucs auxquels on pourrait réfléchir avant de mettre en place des systèmes de plus en plus fascisants, de plus en plus, genre, autoritaires. Je sais pas, enfin, ça me semble être la base. Et je veux dire, venir nous casser les couilles en disant que c'est pas sérieux. Attends, mais je suis désolé, mais ce qui est pas sérieux, c'est de juste, genre... paniquer parce qu'il y aurait la menace russe et du coup de proposer de faire n'importe quoi et d'oublier littéralement toute ton idéologie politique sous prétexte qu'il faut défendre les démocraties libérales. Moi je trouve que ça c'est pas très sérieux en fait. Déjà bon, ce truc autour du modèle démocratique et tout, c'est vraiment de la grosse... Genre, je suis désolé, hein, si vraiment, genre, on peut pas nous attaquer en disant que c'est pas sérieux de dire que le système il est hautement critiquable et que c'est un système proto-autoritaire et qu'on est même plus déjà actuellement là tout de suite aujourd'hui en démocratie. Ça c'est pas sérieux. Genre, du coup, genre, écoutez ce que énormément d'universitaires nous disent et écoutez ce que, toute la pensée de gauche est en train d'exprimer en ce moment, ce que eux-mêmes dénoncent dans sa propre émission sur Rhinocéros, c'est pas sérieux? Ça devient pas sérieux parce que, quoi, la Russie a envoyé des drones au-dessus de la mer, genre? La gauche a réussi à penser à un dépassement du monopole de la défense de l'armée, qu'un maximum de citoyens soient formés à la défense, pourquoi pas dans la France impérialiste et capitaliste de Macron. Mais je suis exactement d'accord avec ça. Genre vraiment, enfin, à quel moment ça va nous défendre contre les Russes d'envoyer des gens, genre, faire du régime post-colonial en Afrique? Parce qu'en plus de ça, c'est marrant d'invoquer la Russie tout en nous disant qu'en fait, vous inquiétez pas, le service militaire n'a rien à voir avec la Russie. Et du coup, pourquoi on nous parle de la Russie H24 en fait? Genre, c'est vraiment cette espèce de double discours où moi, j'ai juste l'impression d'avoir encore ces gauchistes qui sont en mode « Ah non, attention, il faut faire attention !» Genre, et qui du coup, bah en fait, se retrouvent à être amis, devenir copains avec tous les plus gros traîtres de ce pays, en fait. Ce qui, spoiler alert, n'a jamais sauvé une quelconque démocratie, même défaillante, hein. Enfin, je veux dire, le résultat de ça, quand même, il y a quelques années, c'était le régime de Vichy, hein. C'est pas exactement l'émancipation démocratique espérée par le Lisan Al-Gaïb. Hein. Désolé, hein, mais genre... Enfin bref, voilà. Et donc du coup, moi ce que je vous propose sur ce stream, c'est de parler un peu de ça. De parler un peu de pacifisme. De montrer que c'est pas juste une posture de moraliste, de... En fait, l'armée, c'est pas bien, les hommes, c'est pas bien...
En fait, l'armée, c'est juste des gros mascus. Et du coup, en fait, il faut pas envoyer les gens là-bas parce que sinon, ça va créer des gros mascus virils. Et en fait, il faut qu'on dévirilise le pays. On va essayer d'avoir un discours un peu plus sérieux. Parce que effectivement, moi, je trouve que c'est pas très sérieux quand on vient nous faire chier avec, en fait, les dangers du masculinisme. Non, en fait, il y a des vraies dynamiques, genre de classe, des dynamiques économiques. Qui permettent d'expliquer ces choses-là quand même bien plus facilement que juste boubou, la menace russe, bah, les chars. J'ai entendu sur gauche, je suis élevé Glucksmann, j'ai des bugs sonores. Mais du coup, voilà, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va s'informer un petit peu déjà sur l'histoire. Tout le monde, voilà. On va essayer de regarder un petit peu dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé chez les gens qui n'ont pas forcément concédé, ne sont pas directement allés derrière, donc, défendre les intérêts impérialistes des États-Unis ou de la Russie. Comment c'était quand t'étais pas aligné? Comment c'était quand t'étais pacifiste à cette époque-là? Être pacifiste n'empêche pas de penser l'autodéfense, mais au contraire. Ouais, ça c'est ce que j'ai dit aussi au début du React. Hein. Pacifisme, c'est très très différent hein, de non-violence, hein, pour le coup. Genre, typiquement, tu vois, si on reprend l'exemple même qu'Usul a essayé de nous sortir il y a pas si longtemps que ça, par rapport à la révolution espagnole, les révolutionnaires espagnols étaient en guérilla et c'était des pacifistes. Aujourd'hui, désolé, hein, mais l'Ukraine de Volodymyr Zelensky n'est pas loin d'être pacifiste et surtout très loin d'une quelconque début d'étincelle révolutionnaire ou de remise en question des intérêts capitalistiques. Genre vraiment, enfin, c'est vraiment pas le cas, quoi. Genre, donc, on va regarder des documentaires. À partir de maintenant, on va commencer à s'informer sur le sujet. On va essayer d'être un peu solide sur cette question-là. Et on va couper la capsule, du coup, ici, sur ce petit react de Usul et de qu'est-ce qu'en pensent vraiment les militaires de ce pays et qu'est-ce que les gens de droite veulent véritablement derrière ce service militaire. Ne vous laissez pas gaslight par les gauchistes glucksmanisés comme Usul qui viennent vous expliquer qu'en fait, on n'a pas le choix. There is no alternative, parce qu'en fait, si il y en a toujours une et il y en aura toujours une. Kiss YouTube, n'hésite pas à lâcher un commentaire, like, Tipeee, tout ça, tu connais la suite.